Compagnon de route de Jean Prouvé, artisan designer, inventeur, dessinateur et constructeur, Serge Binotto présentait à la librairie Ombre Blanche samedi 11 janvier 2020 son ouvrage De l'établi à l'architecture à partir d'entretiens conduits par l'architecte Barthélemy Dumons, publié aux éditions du Linteau. La rencontre était organisée avec l'association Maison Ronde et la Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées. Bonne écoute. Nous recevons Serge Binotto à la librairie. Ah, mais il est devant moi. Normalement, il doit être là. À la librairie, autour de son livre, donc de l'établi à l'architecture aux éditions du Linteau. On a la chance d'avoir l'éditeur venu de Paris, ici présent. Dire aussi que cette rencontre a lieu en collaboration avec la Maison Ronde et la Maison d'Architecture Occitanie-Pyrénées, en sa représentante qui va vous dire 2 mots, et que toute cette rencontre sera donc un peu suivie, accompagnée par Barthélemy Dumons, ici présent. Voilà, merci à tous et je vous souhaite une bonne année. Voilà. Merci beaucoup. Oula, celui-là il est plus fort, non ? Je m'appelle Joanne Pouzenc, j'ai l'honneur d'être là et d'introduire un petit peu cette rencontre avec Serge Binotto, que je suis ravie de rencontrer personnellement pour la première fois aujourd'hui, après la lecture de ce parcours qui est pour le moins très enrichissant, où j'ai plein de questions. Pour la petite anecdote, en fait, donc pourquoi la Maison de l'Architecture aujourd'hui, elle est là dans cette rencontre avec Serge Binotto ? Déjà parce que son travail nous intéresse énormément, mais aussi que ce livre existe, et ça c'est quelque chose qui est ressorti en comité de rédaction, je n'en savais rien, parce que les éditions du Linteau ont vu un jour un article dans Plan Libre sur Serge Binotto. Donc Plan Libre, pour ceux qui connaissent, il y en a beaucoup qui connaissent, c'est la revue de la Maison de l'Architecture qui sort depuis 18 ans de manière ininterrompue, 10 numéros par an, avec un comité volontaire. Donc c'est un travail colossal. Moi, pour le prendre juste en route depuis 6 mois seulement, je vois tous les efforts qui ont été faits et c'est quelque chose de qualité parce que maintenant on a une archive énorme d'articles sur l'architecture de la région, mais pas seulement. Et aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, Plan Libre, c'est ça. Hop. C'est un journal tout nouveau qui marche sur abonnement. Ouais. Qui marche sur abonnement et qui a des articles de fond en fait sur l'architecture, mais pas seulement. Donc on essaie d'aller un petit peu plus loin ou de parler de l'architecture à tout le monde. Donc aujourd'hui on est très content d'introduire la rencontre avec Serge Binotto et avec la Maison Ronde et avec les éditions du Linteau et avec Barthélemy Dumons que je suis ravie d'avoir dans l'équipe de Plan Libre quand même, et de la maison. Je vous propose de commencer directement avec la rencontre. Merci d'être là. Bonjour, je vais pas faire long. Avant de passer la parole à Serge, on va dérouler des diapositives et à partir des diapositives, Serge va parler librement de ce qui nous amène ici, c'est-à-dire la publication de ce livre. Avant, je voudrais remercier Ombre Blanche de nous recevoir, remercier effectivement la Maison de l'Architecture, et effectivement, c'est à travers l'article qui a été fait dans Plan Libre qu'on a pu aboutir à ce travail. Vous dire surtout que nous, on représente la Maison Ronde. La Maison Ronde, c'est une association dont Julie va vous parler tout à l'heure à la fin de l'histoire. C'est un peu ce qui nous motive ici. C'est que Serge, il a fait un chef-d'œuvre quand il travaillait avec Jean Prouvé. Ce chef-d'œuvre, il est à Mirepoix, en Ariège, ce qui est déjà un miracle d'avoir un chef-d'œuvre contemporain en Ariège. Et donc, on voudrait absolument sauvegarder, valoriser, porter à connaissance ce chef-d'œuvre pour tout le monde. Et voilà. Donc, ça, c'est une de nos motivations pourquoi on fait tout ce travail-là. Et voilà. Et donc on a 2 chances. La première, c'est d'avoir un chef-d'œuvre à Mirepoix, donc en Midi-Pyrénées, en Occitanie. Et la deuxième chance, c'est d'avoir Serge qui est là et qui est capable de nous aider à la restaurer, de nous expliquer pourquoi ça a été fait, comment, etc., etc. Et c'est ce qu'on va montrer maintenant. Merci aux éditions du Linteau. Maxence est là, qui représente les éditions du Linteau. Il est venu de Paris spécialement pour ça.
Et donc, comme disait Johan, Maxence, il a eu la bonne idée de lire Plan libre à Paris et de se dire, ah ben tiens, ça ferait ça ferait un bon livre sur Serge Binotto, et c'est pour ça que ce livre existe. Les éditions du Linteau, c'est un éditeur qu'on aime beaucoup. Voilà, ben je vais te passer la parole, Serge, ce sera plus simple. Celui-là, il marche. Merci. Bon. Ben, merci beaucoup et d'être tous venus. Je vais essayer de vous raconter un petit peu ma vie et peut-être les travaux que j'ai réalisés. On me pose souvent la question de Jean Prouvé. Qui était-il? Comment avez-vous le travail? Comment avez-vous mené à bien des travaux, les expériences que vous avez faites, etc., etc. Et comme moi je suis un peu curieux, j'écoute, j'observe et je construis. Alors bon, vous allez voir, il y a un certain nombre de choses que j'ai réalisées. Voilà. Alors j'avais 19 ans. J'avais pas de travail dans l'Ariège. J'ai fait une demande pour travailler chez Citroën ou chez Renault. Finalement, j'ai atterri chez Citroën. Et comme j'avais une formation, grâce au collège de Mirepoix, une formation plus ou moins de mécanicien, j'ai toujours cette envie de la mécanique. Et je ne comprenais pas pourquoi on ne faisait pas des maisons exactement comme les voitures. Donc chez Citroën, j'étais régleur, je faisais les 3/8, chose qui est un peu dure quand on a 20 ans. Et puis j'ai suivi des cours du soir et j'ai rencontré Jean Prouvé, qui était un professeur. Ça m'a énormément plu. Ses cours au Conservatoire des Arts et Métiers. Et ensuite, j'ai travaillé dans l'entreprise qui l'embauchait. On a construit pas mal de bâtiments, des écoles, des gymnases, etc., etc., mais toujours avec un esprit mécanique. J'ai essayé de mettre en pratique ce que j'avais appris. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai construit ma maison ronde à Mirepoix. Et donc cette maison ronde, je l'ai faite avec un certain esprit d'habitabilité, une architecture, à l'époque c'était un peu particulier, mais maintenant je m'aperçois avec beaucoup de recul que c'était pas trop mal. Voilà. Alors là, on vous présente une maquette que j'ai réalisée au Conservatoire des Arts et Métiers il y a bientôt 50 ans. Alors, pour vous expliquer un peu ce que c'était, on avait une demande pour une station de sport d'hiver. Il y avait les Arcs 1500 et le promoteur voulait construire plus haut les Arcs 2000. Et donc, plutôt que de détruire une partie du terrain, Jean Prouvé disait, on va construire des champignons partout où c'est à peu près possible, et comme ça on détruira le moins possible la nature, et on fera ces bâtiments entièrement préfabriqués en usine, et que l'on montera en hélicoptère. Alors, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que au fur et à mesure qu'on dessinait tous les détails de ce bâtiment, il y a des industriels qui s'y sont intéressés, notamment les Matra, la société Matra qui voulait lancer donc des panneaux en polyester préfabriqués, et tout l'extérieur est en polyester, la structure, vous la voyez, elle est en acier, et puis donc l'intérieur était aménagé de façon à ce qu'il y ait un minimum d'habitabilité, mais suffisant pour ceux qui devaient utiliser ce bâtiment. Ensuite, alors pour vous dire que les bonnes nouvelles, c'est que ce bâtiment
va être peut-être construit, rassurez-vous, sans argent, tout en voilà, en numérique, en reconstitution. Alors, comme Jean Prouvé actuellement a une cote d'enfer actuellement, eh bien, ils veulent reconstruire ce bâtiment et je dois faire de nouveau tous les dessins de détail parce que ça a été perdu. Je rappelle pour ceux qui sont intéressés que c'est le Centre Pompidou qui a toutes les archives de Jean Prouvé. Donc, si vous voulez des informations sur tel ou tel bâtiment qui ont été réalisés par Jean Prouvé, vous allez au Centre Pompidou et puis là, vous pouvez fouiller, vous pouvez voir tout ce qui a été fait. Je ne dis pas que l'accès est facile parce que, bon, je crois que faut prendre rendez-vous, etc., etc. Mais enfin, donc c'est possible. Voilà. Ce qui était intéressant aussi, c'était que tu puisses parler de ton expérience comme enseignant, parce que tu es Bon, d'abord, la diapo précédente, c'était un peu pour expliquer que Serge, il part à Paris avec un CAP de dessinateur. CAP de dessinateur en mécanique industrielle. Voilà. Pour conquérir la capitale. Tu pars pour ça, en fait. Absolument, absolument. Tu rencontres l'histoire de France. Et pour redescendre milliardaire en Ariège. Ça, voilà. Et donc, comme il est conscient que, effectivement, il n'a peut-être pas tout le bagage, il se dit, je vais aller prendre des cours du soir au CNAM. C'est vraiment un truc génial, le CNAM. À cette époque, on peut aller... Enfin, ça continue d'ailleurs, le CNAM, mais en tout cas, à cette époque-là, on peut y aller gratuitement suivre des cours. Oui. Donc, tu commences comme élève là-bas. Oui. Et puis, assez rapidement, tu finis enseignant. Oui. Voilà. Tout à fait ça, tout à fait ça. Et donc, cette maquette a été faite au CNAM, et c'était pour expliquer, en fait, un des grands apports de Serge au CNAM, c'est peut-être toutes les maquettes que tu as fait faire à tous ces étudiants qui sont passés pendant des années dans ton cours pratique qui était associé à celui de Prouvé. Absolument, absolument. Et alors, donc, le conservatoire, c'est un établissement où il y a un très grand nombre d'enseignements. Et ce serait trop long à expliquer, mais bon, Jean Prouvé était professeur et il y avait deux choses distinctes, les cours et les travaux pratiques. Donc Jean Prouvé faisait ses cours théoriques et moi je faisais donc l'enseignement pratique. Et pour cela, on avait une pièce qui était 2 fois grande comme cette salle pour faire des maquettes, de faire des prototypes qui étaient directement issus du cours de Jean Prouvé. Et Jean Prouvé donnait des thèmes. Et ces thèmes, c'était toujours en liaison avec son cours, mais l'industrialisation. Pour vous donner un exemple, pendant une année, on a travaillé sur le mobilier urbain. Donc, tous les élèves avaient à proposer un projet sur les panneaux, les abris de bus, etc., etc., tout le mobilier urbain. Et quand les dessins étaient finis, on réalisait des maquettes. On les photographiait, et puis Jean Prouvé discutait donc le projet. Et un jour, donc, est arrivé ce travail, et nous l'avons réalisé ainsi. Alors, que dois-je dire encore du CNAM? C'est que c'était gratuit, mais c'était des cours du soir, essentiellement, et le samedi. Et pour certains, il y avait le dimanche matin. Donc c'était quand même très contraignant de travailler et la journée et d'aller suivre les cours du soir. Mais bon, ça se fait et on y apprend beaucoup de choses. Alors, donc j'ai été enseignant au CNAM pendant jusqu'à la retraite. J'ai pris une retraite anticipée. On ne devrait pas parler de ça parce qu'actuellement, c'est un peu le sujet qui brûle. Et grâce à cette retraite anticipée,
j'ai pu faire tout un tas de travaux personnels et autres. Alors là, nous avons ici une partie Ça, c'est ton travail pendant que tu es au CNAM. pendant que je suis au CNAM. Tu es enseignant, mais tu es aussi collaborateur de Jean Prouvé, Voilà, qui t'appelle à la carte, en fait, tout à fait. régulièrement pour faire des projets. Je crois que la première fois, c'était pour le CIMT. Voilà, Et il te dit, on cherche des dessinateurs. voilà. Et c'est au tout début. Oui, ça, alors, t'as 20 ans ou... voilà, alors je vais quand même vous raconter un peu, puisqu'on a vu l'usine Renault, l'usine Citroën. Donc, je suivais les cours de Jean Prouvé au CNAM. Et puis un jour, au tableau, il dessine le capot d'une 2 chevaux avec des nervures. Et il explique que la tôle, eh bien, si elle n'est pas nervurée, ça cloque. Alors qu'on peut prendre une tôle relativement mince et avec des nervures, ça la rigidifie. Et comme moi je travaillais chez Citroën, je me suis dit, Monsieur Prouvé, si vous voulez, moi je peux vous apporter un capot qui est rebuté et comme ça servira de démonstration. On discute et puis il me dit, mais Binotto, je cherche des dessinateurs. Ah bon? Donc, il m'envoie voir le chef du bureau d'études qui, à l'époque, il s'appelle toujours Petrov, qui était un monsieur qui était calculateur essentiellement, chef de bureau d'études. Il me fait faire un essai. Comme je dessinais pas trop mal, il me dit, bon, ben, écoutez, demain, je vous embauche. À l'époque, on avait du travail assez facilement. Et j'ai travaillé à la CIMT pendant un certain nombre d'années. Et à la CIMT, c'est-à-dire la compagnie industrielle de matériel de transport, fabriquer des panneaux pour les lycées, fabriquer des panneaux pour tout un tas de bâtiments, et notamment pour l'usine de Pierre Latte. Et à Pierre Latte, nous avons fait, je ne sais plus combien de centaines de mètres carrés de panneaux, dont Jean Prouvé avait été l'inventeur. Et de l'usine atomique. Voilà. Et alors, ensuite, bon, on s'est un petit peu fâché avec le patron de la CIMT. Et Jean Prouvé a créé une agence. Et il m'a dit, Binotto, j'ai un travail pour vous, si vous voulez. J'ai le bâtiment de Grenoble à faire. Grenoble, c'était le palais des expositions de Grenoble. Il m'a donné à faire la maquette. Il me dit, vous comprenez, tout le monde ne sait pas lire des plans, mais par contre, tout le monde verra une maquette. Et je lui ai fait sa maquette, à grande échelle. Il a porté ça à Grenoble, et il est revenu avec une commande. Il faut dire que le bâtiment des expositions de Grenoble, c'était pour les Jeux Olympiques de 68. Et donc, il y avait une date, il ne fallait pas dépasser cette date. Et je peux vous dire que pendant toute la durée des plans, suivis de chantier, je n'ai pas beaucoup dormi. Mais le bâtiment s'est fait et j'en suis très content. Alors ensuite, il y a eu tout un tas d'autres bâtiments qui sont venus comme ça, qui ont été demandés. Et ça, c'est le siège du Parti communiste, qui a été donc, dont l'architecte était Oscar Niemeyer. Et il est venu nous trouver à l'atelier en disant, écoutez, voilà, moi j'aimerais une façade comme ça et comme ça. Mais je la veux la plus lisse possible et je ne veux pas qu'on voit des raidisseurs. Alors c'est un bâtiment qui est concave et courbe dans l'autre sens. C'est extrêmement compliqué de dessiner des montants, des traverses et des ouvertures tout en conservant le même panneau. Donc là, il n'y a qu'une seule glace. Et autant dire que quand vous standardisez au maximum un produit, ben vous gagnez beaucoup d'argent. Alors là, je dois vous dire que je suis très content parce que la fenêtre que vous voyez là n'est pas autorisée par le CSTB.
grande maison, gros moyen, mais petite tête. On a été toujours un petit peu en concurrence avec le CSTB, enfin en désaccord avec le CSTB. Aux États-Unis, les immeubles, les joints d'immeubles sont siliconés depuis des dizaines et des dizaines d'années, ou des centaines d'années, bien bientôt, et le silicone n'était toujours pas admis au CSTB. Voilà un exemple, si vous voulez. Puis j'en passe d'autres, hein. J'en passe l'amiante, etc., etc. Bon. Et donc, ce qu'il y a de bien dans cette fenêtre, c'est que l'ouverture se fait par une poignée, avec un mouvement très particulier, qui fait en même temps l'ouverture et en même temps la fermeture. Et tout autour, c'est un simple joint au silicone qui fait l'étanchéité. Tous les carreaux tous les vitrages sont doubles, triples ou blindés. Mais vous ne verrez pas sur la façade le panneau qui est blindé par rapport aux autres qui ne le sont pas. Alors, c'est un travail qu'on a mené avec Saint-Gobain. J'ai beaucoup appris sur le vitrage. Ça m'a énormément plu. Et voilà le résultat. Voilà. Quelles sont les parties blindées en fait? C'est les bureaux du premier étage, non, c'est ça? Deuxième. Du deuxième. Voilà. Les dirigeants du Parti communiste avaient peur qu'on tire. Ah, je pense. Voilà. Et tu ne peux pas raconter l'anecdote avec... Non, la raconte pas. Alors, vous l'aurez dans le... Non, parce que c'est pas très bien actuellement. On va sonner les cloches. Non, enfin, en très gros, quoi, en très gros. Hein. Chaque fois qu'on fait un bâtiment, il est d'usage de faire un petit morceau de la façade ou un petit morceau du bâtiment, de façon à ce que l'architecte puisse voir si tout semble à peu près correct. Et l'entreprise qui a fait la façade habitait La Rochelle. Donc avec Oscar Niemeyer, on a été à La Rochelle, on a vu l'élément, il y avait 6 éléments je crois, et entre autres, il y avait, sur les 6 éléments, il y avait un élément qui était blindé. Et Oscar Niemeyer, donc, qui est un homme assez dynamique, a demandé à ce qu'on prouve que le vitrage était blindé. Et il a demandé une arme et on a tiré dedans. Et effectivement, ça n'a pas traversé les carreaux. Voilà un peu comment était Oscar Niemeyer. Il demandait des preuves chaque fois. Et des anecdotes comme ça, je peux vous en raconter sur les bâtiments qu'il a fait à Brasilia, entre autres des voûtes minces. Il a fait enlever le coffrage et il était dessous. Là c'était courageux. Tandis que dans ce cas-là, c'était pas ça qu'il a demandé. Il a demandé au directeur. Oui, non mais... Derrière, oui. Non, mais là, il y a un lien qu'on ne fait pas, là. Bon, alors, donc, voilà comment était Jean Prouvé. Donc, il arrivait du boulot, et puis on demandait à Jean Prouvé, est-ce que ça vous dit de faire ce travail? Et dans les cartons de Le Corbusier, pour la chapelle de Ronchamp, vous avez la chapelle, qui est assez remarquable. Ce n'est pas une chapelle gothique, hein. Et il y a le clocher qui est séparé de la chapelle. Et le clocher, c'est ça. Et donc, les architectes qui avaient le bâtiment en construction sont venus voir Jean Prouvé. Ils ont demandé si on pouvait faire le campanile. Et Jean Prouvé me dit, Binotto, est-ce que ça vous dirait de dessiner un campanile? Je le regarde, je dis, attendez, moi le campanile, je ne connais pas, je n'ai jamais fait de dessin de clocher ni rien. Et finalement, ça m'a plu, je lui ai fait ses dessins. Et ce qui me plaisait surtout, c'était les cloches.
parce que je voulais savoir comment c'était fondu. Et j'étais intéressé par la fonderie des cloches. Alors, donc j'ai dessiné tel que Le Corbusier l'avait crayonné. Attention, le dessin est à cette échelle-là. Hein. Je lui ai dessiné donc les montants, une traverse pour tout tenir, et puis les fondations. Et puis donc, ça s'est monté comme ça. Voilà, 15 jours de dessin là-dessus. Et puis quand ils ont essayé les cloches, grande inquiétude, c'est que j'avais peur que les quatre poteaux se mettent à vibrer comme ça. Parce qu'en fait, il n'y a aucun calcul. Il n'y a aucune note de calcul jusqu'à présent qui vous indique comment faire tenir des poteaux qui vont supporter le mouvement des cloches. Ça n'a pas bougé, heureusement. Et c'est tout en charpente métallique, mécano soudé. Hein. Voilà. Bon, alors, autre chose aussi. On est surpris de voir sur mon livre, grâce à des amis qui sont venus m'enregistrer et tout, de voir un bateau en première page. Et donc, encore une petite folie. J'étais en vacances en Turquie et on voyait dans certains ports de très jolis voiliers. Et j'étais avec un copain en 2 chevaux et je lui dis, mais la prochaine fois, on prendra des vacances sur un bateau. Oui, mais attends, où tu as l'argent? On n'avait pas d'argent. Ben, j'ai dit, c'est pas grave, on se le construit. Faut jamais faire des choses comme ça. Faut jamais dire des trucs comme ça parce que vous le dites et puis après il faut le faire. C'est comme celui qui dit ah j'ai un terrain, je vais construire une maison. Mais vous êtes sûr que la maison vous allez la construire, hein? Voilà. Alors donc je dessine le bateau, 21 mètres, et puis ça, c'est facile, les dessins. Hein? Les calculs sont aussi faciles. Mais après, quand il vous arrive les tôles sur un chantier, qu'il faut les découper, les cintrer, les souder, eh bien, je crois que là, on commence à se gratter la tête. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer tout un tas de copains qui ont su qu'on faisait un bateau et ils sont venus nous donner un coup de main. Et on a mis 3 ans pour construire ce bateau. Et le bateau, donc, navigue, et il navigue toujours. Et je pourrais dire que Jean Prouvé s'y est intéressé parce qu'il avait les photos de l'avancement du chantier qui étaient collées sur la cloison de son bureau. Et je n'ai su qu'après, et bien après, que Jean Prouvé partait en vacances du côté de Nantes, par là-bas, et qu'il faisait aussi du voilier. Bon, et c'est pour ça qu'il était quand même intéressé et inquiet de savoir que je faisais une construction aussi importante. Alors là, on apprend beaucoup de choses parce qu'en fait, ce bateau, il n'est pas comme on appelle à bouche vif, c'est-à-dire il n'est pas avec des parois droites. Les tôles sont toutes galbées. Elles sont galbées à la masse, sur un tas de sable qui est au sol. Et là, j'avais un ami qui était professeur d'anglais, qui travaillait 1 jour par semaine. Et 5 jours par semaine, il tapait sur la tôle pour la galber. Et le samedi et le dimanche, on l'a monté, et puis on l'a pointé, on l'a soudé. Alors voilà, ce bateau, il a été donc construit sur un terrain qui appartenait à Renault, et j'ai su que Jean Prouvé avait donc passé un petit coup de fil à je ne sais trop qui pour que je puisse utiliser ce terrain qui était inoccupé. Voilà, vous savez presque tout. Ah, ça c'est encore une autre histoire. Bon, les folies des hommes, c'est quelque chose, hein. Alors, je rentrais avec le premier bateau, je rentrais des Antilles,
je traverse Gibraltar. Et à Gibraltar, après Gibraltar, on a été énormément secoué par la mer et on a cherché refuge. Et on a trouvé comme refuge le port de Ibiza. Et quand j'arrive à Ibiza, il était, je ne sais pas, 2h, 3h du matin, complètement crevé, complètement rincé. Je me mets à couple de ce vieux bateau qui était coulé. Et donc, le lendemain matin, quand je me réveille et puis qu'on va à quai, quand j'ai vu ce bateau qui était d'un demi-coulé, sans voile, etc., j'en suis tombé amoureux. Et je me suis dit, je vais l'acheter. Voilà, alors j'ai acheté ce bateau. J'avais plus d'argent, on m'en a prêté. On a monté une association. Et avec ce bateau, on a fait de la réinsertion des jeunes. Et nous l'avons fait naviguer. Nous avons été jusqu'à Djibouti. Ensuite, on a été à Dakar. Ensuite, on a été à Sao Luís, du Sénégal. Ensuite, on est revenu par les Antilles. Et au retour, aux Açores, eh bien, le skipper qui était à bord du bateau a pris le bout d'amarrage dans l'hélice et le bateau a coulé. Voilà. Donc, ce bateau, il avait été construit en 17... Il avait plus de 100 ans. 1798. Tout en bois. Et là, j'ai appris pas mal de choses sur la construction en bois, la façon dont il était construit. Il avait été construit au Danemark, à Assen. Voilà. Et alors, ensuite, faut passer à autre chose, quoi. C'est un peu la même histoire avec le patriarche, puisqu'aujourd'hui, il circule encore Il circule encore. Avec une association qui fait de la réinsertion de... Voilà. De jeunes qui sortent d'hôpital. Bon, alors là, vous voyez encore un... Tiens, il n'est pas entièrement rond, celui-là. Et donc, c'est pour parler de La maison ronde. Et surtout des premières expériences de bâtiment rond. Oui. Bon, alors là, vous voyez un bâtiment Total. Un jour, j'étais donc chez Jean Prouvé. Il y a le directeur de Total, M. Tennevin, qui était un Breton. Il savait que Jean Prouvé faisait des bâtiments industrialisés. Et il nous a dit, voilà, nous, on voudrait construire des bâtiments pour distribuer de l'essence, mais on voudrait que ces bâtiments soient construits en moins d'1 mois ou à peine 1 mois. Faites-nous une proposition. Donc, on a essayé de trouver des bâtiments classiques, ça n'allait pas. Et puis finalement, à force de juxtaposer les plans de terrain qu'ils avaient, on a trouvé une forme assez patatoïde de bâtiment. Et Jean Prouvé me dit, mais Binotto, écoute, on va leur proposer un bâtiment circulaire, à rez-de-chaussée ou à l'étage. Faites-en les détails, voyons voir un petit peu où on arrive, et puis on proposera ça Total. Et effectivement, on a fait des maquettes. Je vous passe tous les plans de détail qui ont été faits. Et Total a donc demandé à ce qu'on construise dans un entrepôt à eux un bâtiment comme ceci, tout en bois, en contreplaqué, pour que toutes les personnes de chez Total puissent donc porter une certaine appréciation sur l'image que cela pouvait avoir et l'impact que ça pouvait avoir. Et finalement, on en a construit 101 stations. Et donc, certaines fonctionnent encore, d'autres sont démontées. Et ce qu'il y a d'assez remarquable, c'est que Matra s'est intéressé à la fabrication des panneaux. C'est des panneaux en polyester.
Et le panneau arrivait sur le chantier avec sa fenêtre, avec ses joints, et tout ça, c'était boulonné. Alors malheureusement, ces bâtiments, je crois, sont petit à petit ou vendus ou démontés parce que ils sont surélevés et qu'il n'y a pas forcément l'accès direct pour les personnes qui sont en mobilité réduite, entre autres. Voilà. Et alors donc, j'étais en plein dans le cercle, et c'est ainsi que la maison ronde est née. On remarque sur ce projet-là des stations Total qui a été remontées sur l'île de Nantes. On voit les panneaux effectivement qui font donc le tour, les fameux 13 panneaux, je crois. Oui. Et des parts closes entre les panneaux. Donc un certain balbutiement encore. Tandis que là, on a la maison ronde de Mirepoix. Voilà. Et on n'a plus de parts closes. Non. Tout ça parce que, encore le CSTB, merci, le jointement au mastic ou au silicone ou au polyuréthane, c'était pas tellement normal. Et donc, moi, je me suis dit, je vais faire une maison et je vais appliquer les concepts de Jean Prouvé. Donc, le concept de Jean Prouvé était, pour tous ces bâtiments d'ailleurs, un bloc central qui fait la stabilité, et puis des façades légères, vite montées. Voilà le plan. Alors que je vous dise, pour ceux qui sont architectes ici, une chose qui est assez intéressante, c'est le programme des bâtiments Total. Je n'ai jamais vu un programme aussi simple que celui qui avait été annoncé par le directeur de Total. Alors c'était le suivant. Jean Prouvé avait dit, mais attendez, il faudrait que vous nous disiez votre besoin, votre programme, etc., etc. Et le directeur lui a dit, écoutez, il faut qu'il fasse en gros 70 mètres carrés et que, comme fonction, l'automobiliste qui voit l'enseigne Total ou le bâtiment Total, il arrête sa voiture, il remplit son réservoir et il vide sa vessie. C'est tout ce que j'ai besoin. Les bâtiments ont été construits en un mois et l'entreprise qui les a construits était payée 30 jours de fin de mois. Voilà une très bonne opération financière que Total a fait. Le bâtiment était construit, il distribuait l'essence et il était payé un mois après. Mais il y en a eu 101 de fait. Alors je vous conseille d'en acheter si vous en voyez. Hein. Il en reste une près du Mans. Entre Mans et... Oui, c'est possible, il y en a 101. Donc là, on est en, Bon. en 74. Là, je pense. Oui, oui. Photo de l'époque. D'où? Il n'y a pas d'arbre, hein, comme vous le Non. voyez. Et ça, c'était en 2014. La même maison. Les photographies de Kevin Dolmer. Donc, cette maison ronde qui est à Mirepoix. Voilà. Alors bon, j'avais des parents qui quittaient la campagne et qui voulaient construire une maison à Mirepoix. Ils avaient acheté un terrain, ils m'avaient demandé de faire les plans. Alors, rez-de-chaussée parce qu'ils étaient un peu vieux. Nous, on veut un toit, on veut ceci, on veut cela. La description de la maison classique. Et je leur ai dit à mes parents, attendez, moi je vais vous faire quelque chose un peu différent. Et je leur ai proposé donc ce style. Et puis, j'ai eu quelques petits problèmes pour avoir un permis de construire, je dois vous dire. Mais bon, on a eu le permis. Mes parents ont habité dans cette maison. Ils s'y sont plus. Elle est parfaitement vivable. Et au point de vue aménagement, c'était parfait aussi.
Enfin, je pense que c'était parfait. Donc l'idée de cette maison, ça a été le bloc central, et puis de mettre tout un tas de panneaux émaillés tout autour. Et les panneaux étaient carrément boulonnés sur la dalle. C'est des panneaux émaillés qui font 2 mètres, 2 mètres 800 de haut, 2 mètres 800 de haut, 1 mètre 20 de large. L'émail, c'est éternel. Un panneau acier émaillé, c'est pour toute une vie. Et à tel point que même actuellement, eh ben, c'est comme si c'était neuf. Pour jointoyer les panneaux, une fois qu'ils étaient boulonnés, la toiture est en bois, ce sont des panneaux de bois qui est un multipli de 40 mm d'épaisseur. Sur ce multipli, des panneaux de polyuréthane pour faire l'isolation, et comme étanchéité, une bâche en butyl. Ce n'était pas la peine de mettre de la tuile, ce n'était pas la peine de mettre de l'ardoise. Une feuille de butyl, ça fait l'étanchéité. 50 ans après, quand ils ont démonté la bâche, elle était encore neuve. Alors, là, donc, j'ai dessiné tout l'intérieur. Mes pauvres parents, quand ils ont découvert la maison, je peux vous dire que c'est un peu surprenant quand même. Hein? Et où je vais mettre mon armoire. Bon, je dis, ton armoire, elle est trop vieille, elle est pleine de cuissous, tu n'as qu'à la foutre à la poubelle. Je leur avais fait des placards. Ils fonctionnent encore. Et puis, vous voyez les panneaux de toiture qui sont en bois. J'en ai fait des portes bateaux. Alors au début, effectivement, c'est un peu surprenant de soulever le pied et de franchir, mais on s'y fait très vite. Il n'y a pas d'encadrement aux portes, donc je fais l'économie d'une huisserie. Le rangement fait en même temps garde-corps pour les grandes baies vitrées, et les ouvertures des fenêtres, ce sont des portes qui pivotent comme ceci. Voilà un peu, en gros, la maison. Alors j'y tiens beaucoup à cette maison parce que, si vous voulez, il y a tout un tas de choses qui ont été innovées. On a été un des premiers à faire un chauffage par le sol. Je vous avoue très sincèrement que je me suis planté royalement parce que j'ai mis un espacement beaucoup trop important. Mais ça, c'est faute de ne pas avoir l'expérience ni la connaissance d'un chauffage par le sol. Mais au début, ça marchait. Et puis on l'a supprimé et on a mis des radiateurs à l'horizontale. C'est là qu'on voit l'esprit de Serge quand même. C'est que les radiateurs, ils sont mis horizontalement et fixés sur des plots pour passer sous le meuble. Voilà. Pas mal. C'est de la récup en plus de Paris. Alors vous remarquerez que les portes de placard, il n'y a pas une seule poignée. Donc c'est parce que la menuiserie permet de prendre la porte par-dessous ou par-dessus. Bon, ça a été un peu modifié depuis, mais bon. La porte d'entrée, que vous voyez, la porte noire, avec un grand rond rouge, c'est une porte qui pivote. J'étais aux émailleries Saint-Maurice, ceux qui m'ont émaillé mes panneaux. Et puis, le gars de l'émaillage, il me dit, mais pour une porte d'entrée, c'est pas très... Bon, je lui dis, vous inquiétez pas, faites comme ça, et puis après on verra. Je ne savais pas que c'était l'enseigne de Elf à l'époque. Ça fonctionne toujours. Alors voilà, donc maintenant le résultat. Pourquoi l'avoir dans cet état? C'est que
effectivement, je l'ai vendue, cette maison, c'est dommage. Je l'ai vendue parce qu'il y a eu un rond-point qui a été construit tout proche. Et donc, ça devenait très bruyant. Je l'avais loué et des locataires donc avaient du mal à y rester. Et la personne à qui je l'ai vendue, c'était un sculpteur. Et je me réjouissais de voir déjà tout un tas de sculptures dans le jardin. Or, elle n'a pas construit elle n'a pas fabriqué des sculptures, mais elle a vendu la maison. Et ceux qui l'ont acheté, donc, voulaient la démonter, la remonter ailleurs, et puis peut-être certainement la vendre. Et c'est là que sont intervenus les architectes pour dire que cette maison est en cours de classement. Et donc, comme la personne qui démontait cette maison n'avait pas son permis de démolir, eh bien, ça a été stoppé. Et là, on a recouvert d'une bâche pour ne pas que ça s'abîme. Alors, notre souhait, bien sûr, est de la remettre en état, mais ça, je pense que Julie vous dira pourquoi. Moi, je pense que c'est tout à fait faisable, sauf qu'effectivement, il faut gratter le fond des poches pour trouver des sous. Ça, c'est le plus dur. Mais ça peut se trouver. Il faut vivre, il faut se trouver. Alors, les expériences de Jean Prouvé, je crois que je les ai mises en pratique, avec tort ou raison, je ne sais pas, mais que sa théorie était bonne. Et que ce bâtiment, si on avait pu l'industrialiser comme je souhaitais le faire, les construire comme on peut construire les voitures actuellement en série, la construction ne coûterait pas aussi cher qu'elle coûte maintenant. C'est mon point de vue. Et comme on a tous besoin d'un toit sur la tête, eh bien, tant qu'à faire que ce toit ne coûte pas trop cher. Voilà mon opinion. Je vais m'arrêter là parce que sinon après je... Est-ce que j'ai répondu à peu près à mes questions? On va poser la question à la salle. Est-ce que tu auras... Voilà, merci beaucoup. Mais alors, une chose que je dois dire quand même, c'est qu'avec beaucoup de recul, je dois quand même remercier tous les professeurs que j'ai eus au collège de Mirepoix, qui m'ont foutu un coup de pied, voilà, et qui m'ont fait découvrir quand même le dessin et la volonté de faire quelque chose, et de mes mains, et d'aller jusqu'au bout. Et ça, je les remercierai, et je les remercie énormément. Alors, voilà. Je vous écoute. Allez-y. Parlez. C'est juste une question sur le patriarche. Vous dites patriarche? Le patriarche, oui. Patriarche. Et il était construit en aluminium ou en Alors, acier c'est une bonne question. Je l'ai construit en acier. Et c'était un acier à haute limite élastique. C'est-à-dire qu'il faisait 36 kg par millimètre carré ou bien de faire 24 kg par millimètre carré. On a eu un prix, pour ne rien vous cacher, sur les 17 tonnes de tôle qu'il a fallu pour le réaliser. Et donc ça, c'était relativement facile parce que j'avais mon copain qui forgeait les tôles, moi qui les soudais,
un autre qui les découpait, etc., etc. On était toute une véritable équipe le samedi et le dimanche. On était 8, 10 ou 12 sur le chantier. Et petit à petit, ça a construit. Et ce qui était en aluminium, c'était les mâts. Et donc, les mâts font 21 mètres. 21 mètres, ça fait un immeuble de 6 étages. Et à l'époque, c'était le début des grands mâts qui se fabriquaient. Et j'en ai parlé à Jean Prouvé. Et il me dit, mais Binotto, vous devriez aller en Suisse. Il y a une usine qui fabrique des profils en aluminium, où vous allez en Hollande. Parce qu'ils extruent de l'aluminium, ils ont des fours pour traiter. Et effectivement, j'étais en Hollande, et donc il y avait un petit problème de soudure sur les mâts, et j'ai soudé moi-même les mâts des deux côtés, grâce au conseil d'un spécialiste qui travaillait au centre technique de l'aluminium. Il m'avait dit comment faire. Donc les deux mâts, 21 mètres, il y a donc je ne sais plus combien de kilomètres de soudure là-dessus. Et alors il m'avait appris, ce monsieur au centre technique de l'aluminium, comment souder l'aluminium sans que ça se déforme. Alors quand vous commencez à faire une soudure sur une pièce, vous commencez à un bout et vous terminez sur l'autre. Sur des tubes, ce n'est pas vrai. Sur des tubes, on commence au milieu et on va vers l'extérieur, de façon à ce que la dilatation des coquilles puisse se faire. Et grâce à cela, on a soudé donc les mâts. On les a transportés ensuite par péniche jusqu'à Paris sur le chantier. Et les mâts sont tout droits et ils existent encore. Mais là encore, j'ai été obligé de me retrousser les manches et puis de me dire, bon, ben écoutez, puisqu'il y a des difficultés, je prends la responsabilité de me le faire. C'était soudure à l'arc alors? Comment? C'était une soudure à l'arc? Oui, ils sont soudés au semi-automatique, oui. À l'arc, mais le fil qui se déroule chaque fois à l'intérieur de la buse. Mais on apprend chaque fois qu'on travaille. Vous savez, quand vous allez dans une usine et puis que vous voyez comment il faut faire, ben, ça vous donne des idées. A priori, vous avez mis au point une technique de construction qui est efficace, durable et pas chère, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ne s'est-elle pas développée pour le public? Est-ce qu'il y a une résistance des métiers du bâtiment ou est-ce qu'il y a un immobilisme au niveau de de nos dirigeants? Ou est-ce qu'on a placé sous silence vos réalisations? Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, il faut être clair, quand quelque chose d'efficace existe, normalement, ontologiquement, l'humain doit le diffuser. Ou je me trompe? Je crois pas, non. Donc, que s'est-il passé? Je n'ai pas très bien entendu. Bon, répétez parce que je porte un petit appareil, mais je crois qu'il s'affaiblit un petit peu. Non, mais la question, elle est à toi, elle est à Jean Prouvé, elle est à tous les gens qui font des prototypes. Et les prototypes restent dans les tiroirs ou restent à l'état de prototype. Et ensuite, ça ne se développe pas. Par exemple, on pourrait parler de celle-là, mais des maisons de l'abbé Pierre, par exemple. Celle que Jean Prouvé a fait à l'appel de l'abbé Pierre, qui n'ont jamais été développées. Peut-être ça rentre pas dans un schéma industriel typique. Je ne sais pas multiplier parce que je n'avais pas de clients d'abord, parce que c'était un peu trop novateur, parce que c'était pas du classique. Alors, bon, remarquez, on ne va pas en discuter parce que moi j'ai une opinion tout à fait bien arrêtée de la construction individuelle,
mais je pense qu'actuellement, il y a des sujets de réflexion qui doivent être posés concernant l'habitat, qu'il soit en bois, qu'il soit en acier, qu'il soit en briques, qu'il soit en tout ce que vous voulez. Et bon, la première question que je me pose, pourquoi ça coûte aussi cher? Quand je pense qu'il y a des jeunes qui s'endettent pendant 30 ans pour construire une maison, je trouve quand même qu'il y a un dysfonctionnement dans la société. Bon, maintenant, c'est comme ça. Hein. Mais tu ne nous as pas dit en combien de temps tu l'avais construite et combien elle avait coûté proportionnellement par rapport à une Alors, maison de proportionnellement, ça m'a coûté exactement 60 000 euros. Si je fais le rapport avec actuellement. Mais c'est un peu faux parce que j'y ai travaillé. Mes parents m'ont aidé à monter les panneaux, etc., etc. Mais je pense que si on construisait des maisons comme on construit les voitures automobiles, eh bien, je pense que ça coûterait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Et surtout, je pense que il y aurait peut-être des réflexions à porter sur ce qu'on veut faire d'une maison. Parce que souvent, on entend dire, moi, je fais ma maison, c'est pour mes enfants. Les enfants, ils n'en ont rien à foutre des maisons qu'ont construit les parents. Parce qu'en fait, ils ont envie que d'une chose, quand les parents ne sont plus là, de la vendre parce qu'ils sont partis ailleurs ou parce que ceci ou parce que cela. Et donc, si vous voulez, moi, je trouve que c'est bon... C'est pas critiquable, mais faut réfléchir, quoi. Moi, je me verrais très bien vivre dans un conteneur. Je vois des conteneurs qui coûtent 1000 euros. Hein? Je prends 2 ou 3 conteneurs, je les mets sur un terrain et j'habite dedans. Bon. Demander un permis de construire pour poser des conteneurs sur un terrain. Que ce soit un conteneur en acier ou que ce soit une maison en bois, c'est la même chose. Bon, maintenant, ça change un peu. Mais bon, il ne faut pas dire je vais faire une maison pour mes enfants, mes petits-enfants et tutti quanti. À mon avis. Bon. Est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler sur la maison de l'abbé Pierre? Alors, je ne sais pas, par rapport aux dates. Je vais être honnête avec vous. Quand je suis monté pour la première fois, enfin, tout à fait au début que j'ai été à Paris, le dimanche, j'allais me promener. Je me suis promené sur les quais de la Seine. Comme Citroën était juste de l'autre côté du quai, quand j'ai vu cette maison, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette baraque? C'est tout ce que je peux vous dire. Donc j'ai été quand même un peu surpris que l'on fasse autant de publicité pour une maison de l'abbé Pierre. Or, je n'avais pas, si vous voulez, de notion de ce que ce prototype devait représenter. Bien plus tard, j'ai compris. Donc, mon premier choc a été, ma première vue, ça a été un choc. Et ensuite, bon, je me suis dit, il y a quand même de très bonnes idées à prendre et à développer. Voilà. Merci. Mais l'abbé Pierre, je l'ai rencontré, rassurez-vous. On a même discuté ensemble. On a eu des réunions de travail. Et je peux vous dire que le pauvre, il a été vraiment désespéré de ne pas pouvoir atteindre l'objectif qu'il voulait s'atteindre. Enfin, il en a atteint un autre, c'est déjà pas mal. Les Emmaüs, c'est bien. Oui, ce n'est pas une question que je veux te poser, mais je voudrais répondre à la dame qui a posé la question sur l'industrialisation de la construction. En fait, je ne vais pas lui répondre, je vais lui proposer simplement la chose suivante. Il faut vraiment un jour faire un débat sur le sujet. Je vais juste vous donner un exemple. J'ai eu l'occasion de travailler dans une entreprise que tu as connue, puisqu'elle utilisait les panneaux de Jean Prouvé. Et cette entreprise, qui s'appelait GEP Industrie,
en 1968, avait construit la faculté de Vincennes, 72 000 m² en 63 jours. Une certaine ministre de l'Éducation nationale à l'époque avait considéré que cette faculté, c'était pas bien. Elle l'avait démolie au bulldozer pendant un week-end pour que les étudiants ne le voient pas. Mais si je dis ça, c'est que, en fait, juste pour poser le débat, si ça intéresse certains, moi je suis prêt à l'ouvrir et à le tenir. Où en est maintenant, on a parlé du produit, mais où en sont maintenant les main-d'œuvre dans le bâtiment? C'est quoi la main-d'œuvre dans le bâtiment? C'est quoi la main-d'œuvre que tu utilisais et c'est quoi la main-d'œuvre qu'utilisait l'industrie? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est pas, il y a la question du produit, mais il y a surtout le fait que, de mon point de vue, puis je vais m'arrêter là, il y a une certaine organisation dans notre société très française autour du matériau béton, que je considère comme un très bon matériau, mais que je ne considère pas comme un bon matériau quand c'est de la bâche, qui fait de la maison, de l'immeuble complètement sclérosé, j'allais dire inhabitable, mais malheureusement habité. Mais c'est la question qu'il faut se poser, c'est bien celle de l'organisation de l'industrie de la construction dans notre cher et beau pays. Oui. Bon, mais je crois que M. Barthélémy va pouvoir répondre, peut-être. Ah non, moi je ne vais pas répondre, mais non, c'est un débat là. Non, moi je ne vais pas répondre là-dessus, surtout à Claude. Non, peut-être toi tu peux non, mais donner le point de vue de Prouvé. Est-ce que Prouvé avait un point de vue là-dessus? Est-ce qu'il pensait qu'il avait réussi? Est-ce qu'il pensait qu'il avait raté? Alors, Est-ce que je ne sais pas, je ne peux pas dire qu'il a réussi ou pas réussi. Il a fait des tentatives. Ça n'a pas été suivi. Moi, je pense qu'il avait tout à fait raison de dire que la maison doit évoluer comme la famille évolue. Vous construisez une maison, vous êtes au début, vous êtes à deux, c'est un jeune couple. Vous devez agrandir la maison pour pouvoir l'agrandir. Bon, puis quand vous avez un certain âge, les enfants sont partis, il faudrait pouvoir la rétrécir. Donc la maison est évolutive. Et pour que ce soit évolutif, effectivement, il faut choisir des matériaux en conséquence. Et moi, j'aurais tendance à dire que la maison, ça doit être des cellules que l'on pose et qui évoluent en même temps que le besoin de chacun. Je n'ai rien contre le béton, mais je trouve que c'est un peu lourd. Par contre, j'adore tout ce que fait Oscar Niemeyer parce que c'est très beau, c'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas de la maison individuelle. Et ce que je remarque, c'est que on peut faire des bétons à usage de cellules. Quand je pense aux cabines d'EDF qui sont moulées d'une seule pièce et qui sont très précises et qui sont relativement importantes, je me dis, il y aurait un transfert de technologie à adopter. Et nous avons avec Jean Prouvé pour une maison individuelle qui est située du côté d'Orange, je crois. On a fait des blocs sanitaires et des blocs cuisine préfabriqués en usine qu'on a posés sur un sol, et dessus on a mis des panneaux de toiture et des façades mobiles. Ça a été un très très joli chantier. Mais pour faire évoluer un petit peu l'esprit de la maison, je pense que si vous avez entendu parler des clubs de jeunes qui avaient été proposés à l'époque, ce sont des clubs qui ont été faits par des voûtes cintrées comme ceci. Et là, il y a eu intégration de la toiture avec les murs. Et c'est ça que je trouve assez remarquable, c'est que quand vous faites cette intégration, eh bien, vous faites des économies sur beaucoup de choses. Quand vous regardez une maison, bon, vous apercevez que vous avez des parties de la maison qui sont inhabituelles.
inutilisés. Un angle, vous n'allez pas utiliser un angle. Donc à quoi ça sert d'avoir un angle? Quand vous regardez une toiture et que vous voyez que la toiture est inhabitée, inoccupée, à quoi ça sert de faire un plafond, une charpente, une toiture? Tout ça, c'est des économies qu'on peut faire. Donc, à mon avis, je pense qu'il faut, mon avis, mais ça peut être critiquable, il faut revoir un peu la conception et la fonction de chacun des éléments de l'habitation. Je parle que de l'habitation individuelle, je ne parle pas des immeubles. Voilà, bon. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en tous les cas, moi je pense énormément à la préfabrication et à l'industrialisation, parce que je crois que ça ne peut être, et ça ne sera que le seul avenir de la maison individuelle. Le maçon, c'est fini. Ben oui, malheureusement pas. Malheureusement pas. Mais combien ça coûte? C'est à toi, Julie. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Enfin, vous dire que j'ai rempli une vie et je suis un homme très heureux parce que j'ai pu construire selon ce que j'ai eu envie de construire. Et surtout, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir rencontré les personnes que j'ai pu rencontrer. Voilà. Avant que Julie intervienne sur la maison ronde, avant que vous partiez, Serge, il fera une dédicace du livre pour ceux qui veulent, bien sûr. Hein. Voilà. Ah, d'accord. D'accord. Non, merci. Mais j'aime bien les surprises. Je croyais que tu allais t'échapper comme ça. Non. Parce que là, il nous a raconté sa vie jusqu'à Ouais, il y a quelques années, mais il fait encore plein d'autres choses. Encore aujourd'hui, il passe sa vie dans l'atelier. Ouais. Voilà. À travailler le marbre, les pierres, la soudure, tout un tas de choses. Donc, merci beaucoup. De rien. Julie Porte-Troc, je suis secrétaire de l'association Maison Ronde. Barthélémy en est le président. Et Cécile Aubert, qui est ici aussi présente, en est la trésorière. Voilà, donc on a monté cette association il y a maintenant un peu plus d'1 an. Donc ça, c'est la maison, effectivement. Bon, là, c'est une photo de 2014. Mais en 2017, quand elle a été vendue, donc en fait, c'est une histoire un peu particulière. Il n'y a que la maison qui a été vendue. Et le terrain a été conservé par la propriétaire. Déjà, on peut se dire comment ça peut arriver, ce genre de choses. Toujours est-il que c'est arrivé. Donc la maison a été vendue à un galeriste parisien dont le but est justement d'acheter pas mal de biens de Jean Prouvé, de Charlotte Perriand, voilà, et de les revendre ou de les installer ailleurs dans des showrooms à New York, au Japon, à Paris. Et donc il a racheté la maison à la dame à qui Serge avait vendu la maison. Mais la première fois, quand il a voulu la vendre, il s'était déjà approché de lui, mais Serge avait refusé de lui vendre. C'est ça l'histoire. Hein. Oui. La première fois, il s'était approché de toi, il t'avait dit non parce que je sais ce qu'il veut en faire. C'est justement la démonter et la mener ailleurs. Donc il l'a vendue à cette dame, et puis quand cette dame l'a mise en vente, là il a réussi son coup et donc il a acheté la maison. Et sur le bon coin. Sur le bon coin. Voilà. Sur le bon coin. Et nous, on savait, les archis du département, qu'elle était en vente. Et on avait commencé à se dire, oulala, elle est en vente, il faut faire quelque chose. Mais voilà. Et d'ailleurs, entre-temps, cette dame, elle avait déjà fait beaucoup de transformations. Il n'y avait plus les vitrages d'origine. Du mobilier avait disparu, avait été détruit. Je crois le meuble buffet qu'on voit, entre autres, la cuisine. Enfin bon, plein de choses comme ça avaient déjà disparu.
Et donc, un jour, Serge écrit à Barthélemy, et puis il lui dit la maison est en train d'être démontée. Sous-entendu, va voir comme tout a bien résisté au temps. Non pas pour dire oulala, elle est mise en vente. Sauf que nous, Barthélemy m'a écrit, voilà. Barthélemy a relayé l'info, et là on s'est dit c'est pas possible que cette maison s'en aille. Ce joli bijou pour le patrimoine mirapicien, le patrimoine ariégeois, et même pour pas qu'elle parte en fait même de France peut-être. Hein. On s'est dit il faut faire quelque chose. Donc grâce à l'intervention d'une part de l'architecte des bâtiments de France de l'Ariège, Jean-Pierre Poirier, qui non, il n'est pas là, mais ça aurait pu, et aussi l'aide de la mairie et surtout de la préfecture de l'Ariège, la sous-préfecture même, le chantier a été arrêté. Et là, s'est lancé de longues procédures. Hein, et donc, entre-temps, on a réussi à la faire inscrite au monument historique. Toujours est-il qu'il reste quand même deux propriétaires, la propriétaire du terrain et toujours le galeriste qui est propriétaire de la maison. Et nous, notre objectif, c'était au tout départ que la commune ou en tout cas une collectivité, soit au niveau départemental, enfin voilà, rachète la maison. Bon, on n'a pas été trop suivi là-dessus parce que le patrimoine contemporain ça n'intéresse pas trop, a priori. Ceci dit, c'est en train de changer parce que grâce aux livres, à beaucoup d'articles qui sont parus dans la presse, on a eu aussi un reportage sur France 3 et tout. La maison, elle fait beaucoup parler en Ariège, donc les instances maintenant commencent à se poser des questions. Donc on espère qu'avec les nouvelles municipales, on va avoir un peu de soutien. C'est en bonne voie. Toujours est-il que nous, on a monté l'association en se disant, bon, mais si aucune collectivité ne veut acquérir la maison, peut-être qu'au travers de l'association, l'association pourrait devenir propriétaire de la maison ronde, donc racheter et à l'un et à l'autre, mais tout ça en lançant des souscriptions, évidemment, auprès, par exemple, avec la Fondation du patrimoine. Bon, pour la Fondation du patrimoine, c'est un peu compliqué parce que comme il y a deux propriétaires, il faut que les deux propriétaires nous disent on est OK pour vendre. On est aussi en train de travailler là-dessus. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre donc voilà, on va lancer la souscription dans pas longtemps. Toujours est-il que l'association, elle existe. Donc vous pouvez adhérer à l'association Maison Ronde avec soit une participation qui est fixe ou libre, évidemment. Si 30 €, alors là, le tout, par contre, le terrain, entre-temps, a été divisé. La propriétaire a redécoupé le terrain. Alors là aussi, on a évité la catastrophe parce qu'elle avait fait un terrain arrondi autour de la maison. Alors bien sûr, l'architecte des bâtiments de France a fait en sorte que, évidemment, le découpage ne soit pas comme ça et que donc la nouvelle maison et la nouvelle propriété et des limites un peu plus éloignées que le tour de la maison. Mais donc le terrain a été divisé en deux et donc la totalité pour acheter et la maison et le terrain, c'est de l'ordre de 115 000 €. On va dire 130, 140 parce qu'il y a les frais de notaire et il faut enfin voilà. Donc, grosso modo 130. Ça c'est que pour la partie acquisition. Et ensuite, par contre, pour la partie réhabilitation, là, on sait qu'à partir du moment où l'association serait propriétaire, pour la réhabilitation, il y aurait plus de facilité à récolter des fonds pour la réhabiliter. En plus, comme elle est inscrite monument historique et qu'on a la chance d'avoir Serge, comme le concepteur est encore présent, il peut lui y apporter des améliorations. Parce qu'une chose que tu n'as pas expliqué, c'est entre autres les cloisons, que tu n'as pas pu faire comme tu voulais, pour des questions à cause des délais. Mais l'idée, c'est en la réhabilitant,
de faire exactement l'objectif qu'il s'était mis à l'origine. Voilà. Il faudrait amener le micro. Tu veux lui donner le micro ? Oui, d'hier, hein. Ça peut arriver, ouais. Ah oui, ça ne gêne pas. Et là, une action d'utilité publique pour sauver un monument contemporain, mais quand même très particulier, qui ouvre des voies à une architecture individuelle à bas coût, avec encore la personne qui l'a créé dans son cerveau et créé physiquement, encore présente pour y apporter encore des agencements nouveaux. Est-ce que ce ne serait pas une solution pour squeezer un peu et couper l'herbe sous le pied à ce galeriste un peu excentrique et à cette dame qui veut faire un terrain rond? Ce serait bien, ça. Alors, il faut savoir que ça sent l'entourloupe quand même, ce truc-là. Je t'achète la maison, je la démonte, etc. Entre-temps, si je puis me permettre entourloupe contre entourloupe. Si je puis me permettre de vous couper, on est en contact régulier, que ce soit avec le galeriste et la propriétaire du terrain. Eux, ils sont d'accord, enfin, surtout la propriétaire du terrain, pour nous céder tout ça. La question, oui, ils sont d'accord pour nous le céder, tout ça, ça c'est sûr. Mais la question, c'est une question financière, hein, c'est que ça. Alors après, je parlais de nouvelles municipalités, parce que les deux personnes qui se présentent, enfin qui sont en train de constituer des listes à la mairie de Mirepoix, on est rentré en contact avec eux. On doit les rencontrer très prochainement, et on les avait déjà rencontrés auparavant, mais ils n'étaient pas déclarés comme futurs maires, enfin en tout cas se présenter. Ce sont des personnes qui sont prêtes a priori à inscrire la maison dans leur programme patrimonial pour la commune. Voilà. Mais le galeriste et la propriétaire, eux, sur le principe, ils sont OK. Même le galeriste nous avait promis, on espère qu'il tiendra parole, de faire un don de 10 000 euros pour la maison ronde. Voilà. C'est-à-dire sur la somme qu'il veut, déduire, enfin, je sais pas, ça serait une cuisine à faire particulière, mais voilà. Oui, mais une expropriation, il y a les domaines qui donnent une valeur. Hein, donc c'est pas la mairie peut pas dire je vais exproprier à 1 euro. Hein. Mm. Ah, je ne savais pas. Bon. C'est peut-être une question à creuser, effectivement. Mmh. On est en face de personnes qui ont beaucoup de moyens, si vous voyez ce que je veux dire, et notamment une armée d'avocats. C'est-à-dire la seule fois où on a rencontré le galeriste, il est venu avec son avocat. Voilà. Mmh. Ok. Non, mais c'est une piste à creuser, effectivement. D'accord. Voilà, donc on a les bulletins de souscription pour ceux qui sont intéressés pour nous soutenir dans cette action. Cécile, notre trésorière, vous attend avec impatience. Merci. Merci à tous. Et merci à Serge. Vous venez d'écouter Serge Binotto à la librairie Ombre Blanche le 11 janvier 2020
pour la parution de l'ouvrage De l'établi à l'architecture aux éditions du Linteau, en partenariat avec l'association Maison Ronde et la Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées.